Vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner au quotidien des acteurs de référence dans le domaine des ressources humaines, du talent management, mais pas seulement. Et on a voulu, pour ce podcast, vous offrir un moment privilégié avec certains de ces interlocuteurs qui vous partagent leur expertise sur un sujet de leur choix. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Dacugna, vice-président ressources humaines de Disneyland Paris, pour parler de diversité et inclusion. Je vous laisse avec l'épisode. Donc bonjour Guillaume. Bonjour Chloé, merci de m'accueillir pour ce podcast. Ça fait un moment déjà, quelques années qu'on se connaît. Aujourd'hui, tu es VP RH chez Disneyland Paris depuis 2015 dans l'entreprise. Je vais te laisser nous raconter un petit peu plus qui tu es, ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Pour parler un peu de moi, de mon parcours à Disneyland Paris, effectivement, j'ai rejoint l'entreprise en 2015 en tant que directeur HRBP, donc pour supporter les clients opérationnels sur leur stratégie, sur les fonctions support. Donc c'est toutes les fonctions classiques, commerciales, finance, juridique, HR for HR, qui est pas forcément la casquette la plus simple quand on supporte en tant que RH ses propres populations RH. Et tout juste il y a bientôt 3 ans maintenant, donc promu vice-président des ressources humaines pour Disneyland Paris. Disneyland Paris, c'est 17 000 salariés. Et pour faire peut-être le lien avec un sujet qui m'est cher, qui est l'inclusion, quand on parle de 17 000 salariés à Disneyland Paris, c'est un peu plus de 124 nationalités, c'est un peu plus de 20 langues parlées dans l'entreprise, c'est presque 50% donc de la population qui est féminine et 98% de nos salariés qui sont en CDI. Et effectivement, du coup, je comprends pourquoi la thématique D&I, tu l'as choisie aujourd'hui. Alors c'est vrai que pour chacun de nos invités de ce podcast, on laisse le choix d'une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. Je comprends que c'est important pour Disneyland Paris. Pourquoi est-ce que pour toi particulièrement, tu as eu envie de nous parler de ça aujourd'hui ? Parce que ça fait écho et ça fait en tout cas résonance aussi avec beaucoup de choses qui me sont très personnelles. D'une part, je suis issu de parents portugais qui sont nés au Portugal, qui ont vécu au Portugal et qui ont franchi la frontière pour venir en France. Donc ça a déjà une première résonance d'un point de vue, on va dire, patrimoine familial, parce que j'ai aussi mon frère qui est issu de la communauté LGBTQ, donc c'est aussi une autre forme donc de symbole qui m'est cher pour moi, et puis aussi parce que, et pour faire le parallèle avec Disneyland Paris, on a 6,34% de notre population qui est en situation de handicap, c'est un taux extrêmement important, et ça résonne aussi avec des personnes qui me sont proches, qui sont dans cette situation de handicap. Ok, merci beaucoup déjà pour recontextualiser le choix de cette thématique. Tu nous as parlé de donc ton arrivée au sein de Disneyland Paris. Avant ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours ? Bien sûr, j'ai démarré ma carrière chez Xerox en 2006 en tant que RRH et 2 années plus tard, donc en 2008, promu DRH pour toutes les activités service client donc de Xerox. C'était un peu plus de 900 personnes sur l'ensemble du territoire français. Et ensuite, j'ai étendu mes responsabilités sur le marketing, sur le sales, sur le graphic art et sur d'autres fonctions autour de la maintenance des printers de Xerox. Des belles années que j'ai vécues chez Xerox parce que c'était une entreprise qui était très avancée sur la techno digitale, très avancée aussi sur les programmes de compensation de rétribution de la performance individuelle qui était peu courant entre 2006 et 2013 dans l'expérience de professionnels de la fonction RH. Donc ça a été très formateur pour moi et c'était aussi l'occasion pour ces 6 ans que j'ai passé chez Xerox de faire un certain nombre de plans de sauvegarde de l'emploi. Et donc aussi à mon âge, c'était intéressant de se confronter à ce type de situation. Ensuite, j'ai quitté la technologie d'impression pour aller dans l'aéronautique, dans l'industrie aéronautique, pour travailler pour un groupe sous-traitant donc de Safran et sur des projets donc de rationalisation donc du nombre d'industries, d'usines sur le territoire français dans le cadre du programme LEAP, qui est un programme donc de moteurs à basse consommation pour Safran, et avec le projet qui était donc de transférer un certain nombre de leurs activités sur les pays d'Afrique du Nord pour aller chercher aussi un coût de main-d'œuvre moins cher et d'autres formes de compétences métiers qui étaient disponibles sur ces pays-là. Et 2015, donc arrivé chez Disneyland Paris. Donc des environnements très différents. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait ton quotidien chez Disneyland Paris ? Alors mon quotidien, c'est déjà l'entreprise. L'entreprise Disneyland Paris, c'est 7 secteurs d'activité. Donc c'est 7 industries différentes. On fait de la restauration, on fait de l'hôtellerie, on fait également donc du merchandise boutique, on fait également de l'attraction, on fait du spectacle, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses comme de la maintenance industrielle d'équipements, comme la gestion d'un centre d'épuration, comme la gestion d'un centre de géothermie. Donc c'est une richesse au quotidien de métiers, c'est plus de 500 métiers
Et donc c'est aussi une richesse d'expérience sur le fait d'appréhender différents cœurs de business et différentes préoccupations opérationnelles. Et aussi ma préoccupation du quotidien, c'est mes équipes RH. Disneyland Paris, c'est 390 personnes qui travaillent dans les équipes RH. Donc c'est des équipes très élargies, très étoffées, nombreuses, qui travaillent sur beaucoup de métiers de la fonction RH. Et c'est aussi un plaisir et un challenge de tous les jours. Effectivement. Puis dans la fonction RH en particulier, le fait de gérer autant de métiers différents, je pense que ça amène une complexité qui ne doit pas être complètement négligeable. Je sais que vous avez mis en place beaucoup de choses chez Disneyland Paris en termes de diversité et inclusion sur plein d'axes différents. Si tu devais nous donner les grandes thématiques de ce que vous avez mis en place, comment tu pourrais nous résumer ça ? Alors l'inclusion, c'est déjà dans l'ADN de Disney. Alors pour le coup, je parle de la Walt Disney Company, du groupe, parce que c'est pas juste l'exploitation d'un secteur touristique, le groupe Disney, c'est aussi des studios de cinéma, c'est aussi du média d'information, du média sportif avec la chaîne ESPN, et aussi maintenant la distribution média avec Disney+. Donc c'est un groupe qui est énorme dans sa diversité d'activités. Quand on parle d'inclusion à Disneyland Paris, on parle donc d'handicap, on parle aussi d'égalité entre les femmes et les hommes, on parle de nos communautés LGBTQ+, on parle aussi de la politique senior et de l'égalité des chances. Ça fait effectivement beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais envie de citer comme fierté peut-être sur ces sujets-là en termes de résultats tangibles que vous avez pu obtenir sur les dernières années ? Alors déjà, avant d'aller sur les résultats, quels que soient les sujets sur lesquels on travaille toujours avec un triptyque de préoccupations qui sont nos salariés, qu'on appelle les cast members, mais c'est aussi nos visiteurs, nos consommateurs, et c'est aussi donc les communautés. Donc les communautés, c'est tous les partenaires externes avec qui on travaille, les associations avec qui on travaille ou les pouvoirs publics avec qui on travaille. Donc quand on parle d'inclusion à Disneyland Paris, c'est ces trois cibles pour lesquelles on a une vraie préoccupation et un vrai engagement. Quand on parle de résultats, si je m'attarde sur le premier pilier qui est celui de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la constitution donc d'un réseau de groupes d'employés qu'on appelle chez nous un BERG, un Business Employee Resource Group, qui est donc un réseau de femmes salariées qui agissent au quotidien donc pour promouvoir donc la femme dans l'entreprise, promouvoir sa responsabilisation, promouvoir son succès. Et c'est donc aussi une première réussite, c'est d'avoir pu constituer ce réseau au sein de l'entreprise, lui avoir donné du corps, vie et une résonance assez intéressante. Et je prends cet exemple-là parce que ils ont tout juste récemment lancé un pilote sur un projet de distribution de protection hygiénique gratuite pour nos salariés femmes. Donc c'est une initiative à souligner parce que quand vous avez à peu près 8000 femmes au quotidien sur des fonctions opérationnelles métiers, parfois on est surpris, on est démunis, et donc c'est une initiative à souligner parce qu'elle est rare et intéressante. On a également donc juste un autre exemple qui m'est cher, c'est les salles d'allaitement. Aujourd'hui, on a 7 salles d'allaitement qui quadrillent donc l'entièreté de notre destination, qui permet donc à nos femmes, quel que soit leur secteur d'activité ou leur fonction, de pouvoir donc accéder à un lieu adapté à l'allaitement. Donc ça aussi, c'était quelque chose sur lequel on s'est beaucoup battu sur les dernières années pour pouvoir le mettre en œuvre et surtout avoir un quadrillage suffisant pour apporter donc satisfaction à tout le monde. Tu me diras si je me trompe sur les chiffres, mais ce que j'ai relevé, c'est que vous avez un score de 94 sur 100 à l'index égalité aujourd'hui. 49% de vos cast members qui sont des femmes, 36% qui sont dans des fonctions managériales. C'est une répartition que je retrouve aussi dans d'autres secteurs. Comment est-ce que vous travaillez particulièrement sur ce type d'indicateur ? Alors, déjà, on a une politique très avancée, c'est qu'on a, chaque année, on a les NAO, et d'ailleurs, qui est passé la journée d'aujourd'hui, sur la 4e réunion de négociation avec nos organisations syndicales. Mais au-delà des NAO, donc de la politique de gestion salariale, on a aussi donc ce qu'on appelle un plan d'ajustement pour continuer à lutter en tout cas contre les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est un plan d'ajustement salarial qu'on réalise chaque été. Donc on identifie les femmes sur leur position, sur leur ancienneté et sur leur statut qui seraient en écart donc avec les hommes, et on vient les corriger donc chaque année. Donc c'est un budget assez conséquent qu'on dépense chaque année pour continuer à corriger ces écarts de rémunération. Donc c'est un élément qui explique le 94%. Au-delà de ça, on a une politique aussi de rétribution, l'augmentation au mérite, donc de toutes les femmes qui sont en situation donc de suspension de contrat, congé maternité ou congé parental. Donc elles sont jamais pénalisées pour leur absence de moyenne ou longue durée. Et ce qui nous manquerait aujourd'hui pour aller chercher le 100%, on a des femmes aujourd'hui, dont notre présidente, Natacha Rafalski,
qui est la présidente d'édition de Paris, mais qui est une expatriée depuis 5 ans. Et nos expatriés ne sont pas sous contrat de droit français, donc ne sont pas comptabilisés dans l'index égalité. Et donc, au sein de la direction générale, nous en avons 2, la présidente et notre vice-présidente de la communication, qui sont chez nous depuis plusieurs années, mais qui ne peuvent pas être comptabilisés dans les 10 plus grandes rémunérations de l'entreprise. Ok, en effet, c'est important. Et justement, j'allais y venir. Qu'est-ce que ça change concrètement aujourd'hui d'avoir une présidente dans l'entreprise? Tu as connu le avant et après, je crois. Est-ce qu'il y a des changements qui sont liés à ça? Alors, j'ai connu l'avant pour 6 mois, parce qu'en fait, Catherine Powell, notre présidente, en tout cas avant l'arrivée de Natacha, est arrivée quelques mois après moi. Donc, j'ai connu des entreprises avant avec Safran et avec Xerox où c'était des hommes qui étaient donc à la direction générale. Le fait d'avoir vu arriver Catherine et ensuite Natacha, ça a été un vrai virage sur beaucoup d'aspects. Déjà, l'approche produit, l'approche expérience, l'approche business. Il y a de l'intuition, il y a un regard qui est totalement différent. Ça a apporté aussi une vraie préoccupation autour de la promotion de l'inclusion. Mes propos sont pas de dire que les hommes s'en préoccupent pas, mais c'était vraiment, on sentait qu'il y avait un combat derrière et une vraie volonté. Et il peut aussi pour asseoir leur succès quand vous êtes les premières femmes à diriger la décision d'édition de Paris, parce que ça a été le cas. Entre 92 et 2016, jamais une femme a été à la présidence d'édition de Paris. Donc il faut aussi prouver, réussir. Et donc tout ça s'est traduit par des initiatives assez intéressantes comme la constitution d'une vision. Où est-ce qu'on va emmener les salariés à 2020? Où est-ce qu'on va emmener les salariés à 2025? Et donc il y a des mécanismes de réflexion et d'intelligence émotionnelle qui étaient intéressants à observer sur ces dernières années et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ok, merci pour cette réponse. On parlait tout à l'heure des initiatives ou des projets qui peuvent être différenciants en termes d'égalité chez Disneyland Paris. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et notamment, je pense dans notre audience à toutes ces entreprises qui régulièrement nous questionnent sur par où prendre le sujet en termes de diversité et inclusion, sur quoi est-ce qu'on peut encore se démarquer, aller plus loin. Ce serait quoi les sujets que tu aurais envie de promouvoir pour des entreprises qui sont dans ce questionnement? Alors, les comités LGBT, pour nous, c'est important. Je pense qu'à l'échelle européenne et internationale, c'est aussi un sujet de préoccupation, l'accompagnement et l'intégration de ces populations-là. Nous, on a deux manières d'approcher cette problématique, entre guillemets, de leur intégration et de leur succès dans un métier professionnel. Le premier, c'est de les célébrer. Donc, chaque année, on les célèbre. On a ce qu'on appelle la Disneyland Pride, Disneyland Paris Pride, qui est un grand événement sur 2 jours, qui se continue d'une première journée à l'attention de nos salariés et une deuxième journée à l'attention de nos visiteurs pour promouvoir donc la communauté LGBTQ. Et chaque année, on fait ce qu'on appelle la semaine des alliés de la diversité, parce que le succès passe aussi par tous les gens qui sont autour, quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle. Et donc, c'est important aussi au quotidien de promouvoir et de reconnaître donc les alliés de la diversité. L'autre aspect que je mentionnerai, c'est que on est au 5e cas sur les 18 derniers mois de transition de genre et de transition d'identité. Donc c'est un phénomène nouveau qu'il faut savoir appréhender, mais je pense que pour beaucoup d'entreprises, il va falloir l'anticiper. Alors nous, maintenant, on est rodé après 5 situations, mais il semble que ça soit un sujet réel aujourd'hui, et je pense que les entreprises doivent se préparer à avoir donc ce type de situation qui se passe, et ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de structuration aussi auprès de la responsabilisation donc du leadership. Parce que le leader a un rôle à jouer dans l'accompagnement de la transition donc d'un de leurs collaborateurs, et c'est aussi beaucoup d'investissement pour aider les équipes autour à comprendre et à accepter et à accompagner. Alors justement, c'est un sujet qui reste encore nouveau pour pas mal d'entreprises, et puis je pense qu'il y a des secteurs dans lesquels ça va mettre aussi plus de temps à avancer. Concrètement, comment est-ce que tu fais pour amener l'ensemble des équipes à accompagner ces situations-là? Alors, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai constitué une équipe qu'on appelle Employee Relations, qui est une équipe qui est en charge de gérer tout ce qui est menace sur la santé physique ou mentale des salariés. C'est une équipe qui intervient dès qu'il y a un risque autour d'une discrimination, d'un harcèlement, d'un agissement sexiste ou d'une situation particulière qui peut menacer donc le succès ou la réussite ou l'intégration d'un salarié dans l'entreprise. Donc cette équipe-là est vraiment dédiée à ce type de sujet, donc ça permet d'avoir de la matière grise, de la ressource, et donc à travers ça a été beaucoup d'études aussi externes à mener, d'abord, pour comprendre ce que c'est, et pour mieux cibler les problématiques qui gravitent autour de la transition de genre ou de la transition d'identité. Et au-delà ensuite de comprendre le sujet, c'est constituer un guide pour les leaders sur identifier, lire, comprendre, accompagner, avoir donc une récurrence de suivi
avec son collaborateur concerné. C'est aussi un gros partenariat développé avec les équipes communication pour structurer des messages clés auprès des équipes. C'est aussi ce qu'on a fait, développer des e-learning pour aussi sensibiliser de manière plus globale les salariés de l'ensemble de l'entreprise, parce que une ou deux ou maintenant 5 situations, donc ça a automatiquement une résonance sur l'ensemble de la population d'entreprise, donc il faut sensibiliser, informer et former. Donc on a aussi investi sur du e-learning, et au-delà de ça, après, c'est aussi un peu d'investissement sur la partie, on va dire, administratif, parce que ces personnes-là sont confrontées aussi à la réalité de l'administration publique, et donc c'est aussi là où on s'est engagé pour les aider dans leur démarche administrative. C'est intéressant, effectivement. Ce qu'on perçoit, c'est que la diversité, c'est une chose, mais avoir des pratiques qui soient vraiment inclusives dans l'entreprise, ça nécessite aussi d'embarquer le management d'une façon large. Ça a l'air facile ou ça a l'air déjà bien mis en place chez vous. J'imagine que ça l'est pas forcément tant que ça. Comment est-ce que, en tant que DRH, tu travailles justement à instaurer ou développer le bon mindset, finalement, quelque part dans les populations managériales? C'est une très bonne question. Je suis le premier persuadé et convaincu que le succès passera d'abord par la culture d'entreprise, l'ADN. Qu'est-ce qui fait qu'on est guidé, qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on a une trajectoire devant nous, et donc tout ça doit se constituer à travers un vrai investissement pour à la fois parler, communiquer autour de la culture d'entreprise et expliquer en quoi la culture d'entreprise est un socle qui permet donc d'obtenir de la performance économique, de la performance individuelle, mais aussi donc le socle qui permet donc d'obtenir donc des résultats autour de l'inclusion et donc de l'appréhension de ce type de sujets qui sont nouveaux. Donc quand on parle de culture, pour faire vivre la culture, donc nous on s'est appuyé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la vision DLP 2025. Donc on a structuré des messages clés, des priorités. On a aussi développé ce qu'on attend en termes d'état d'esprit, des mindsets, pour permettre donc à nos salariés de savoir, pour réussir, pour aller ensemble jusqu'à 2025, sur quoi on doit se focaliser comme priorité: l'excellence opérationnelle, des produits captivants, une expérience salariée valorisante, un parcours consommateur avec la touche Disney. Ça, c'est des priorités. Et donc ensuite on travaille en workshop, on fait des ateliers, on fait des séminaires ouverts à tous les salariés pour leur expliquer ce qu'on met derrière ces mots, pour qu'au quotidien ça ait une résonance sur chacun de leurs actions. Et ensuite il y a les mindsets, l'état d'esprit. On s'en est voté 4, et donc au quotidien, donc pareil, on va à leur rencontre, on fait ce qu'on appelle des roadshows. Donc il y a des équipes qui vont sur le terrain, qui parlent à nos salariés, qui expliquent ce que c'est nos 4 mindsets: l'inclusion, l'optimisme, acteur du business. Donc quand on dit acteur du business, on peut se dire pourquoi un serveur d'un restaurant serait acteur du business, pourquoi un caissier d'une boutique serait acteur du business. Bien sûr que si, parce que toute initiative, toute idée qu'ils peuvent avoir peuvent provoquer par effet de boule de neige donc une conséquence sur un deal de plus ou un achat de plus par un guest. Ça peut aussi être au restaurant l'envie d'acheter un produit, un dessert. Donc chacun est acteur du business au quotidien. C'est intéressant. Et du coup, par rapport à cette culture d'entreprise qui a l'air forte, vraiment marquée sur ces sujets-là, aujourd'hui, quand vous recrutez, parce que vous avez quand même eu des recrutements assez forts, vous vous assurez que vos candidats, vos futurs cast members, ils partagent ces dimensions sur l'inclusion? Alors, recruter, on recrute. Effectivement, Chloé. Sur les 10 derniers mois, on a recruté 8200 personnes. On vient tout juste de lancer la saison de ce qu'on appelle Halloween et Noël. Depuis le 1er septembre, c'est 3000 recrutements qu'on a à faire pour les 4 mois qui arrivent. Donc le recrutement est un vrai enjeu pour nous, et ce que je dis toujours aux équipes, la réussite de l'attractivité et notre capacité donc à pourvoir à tous nos besoins, ça passe par ce qu'on j'appelle l'expérience du talent. L'expérience du talent, en fait, elle commence pas le jour où le talent arrive à signer son contrat et démarre dans l'entreprise. En fait, il démarre bien avant. Et donc pour ça, il faut que les entreprises travaillent à inspirer pour futurs talents. Donc inspirer, c'est faire parler de la marque, savoir qui est Disney, qu'est-ce que ça représente pour moi, en quoi ça a un impact dans ma vie de tous les jours. Donc une fois qu'on inspire, c'est une chose. Ensuite, il faut attirer. Donc finalement, est-ce qu'il y a un job chez Disney qui pourrait m'intéresser? Si oui, c'est la dernière étape, parce que j'ai envie de postuler pour ce job-là. Donc il y a quand même 3 étapes clés qui permettent donc de tracter les candidats, et il faut beaucoup travailler sur ces 3 leviers qui sont la marque, les postes qui existent et qui sont l'intérêt pour ces postes-là, donc auprès des talents externes. Une fois qu'on arrive à développer ce cercle vertueux, il y a d'autres choses à faire. Quand vous avez du volume à recruter, il faut être présent. Donc nous, on fait beaucoup de job fairs. Donc c'est chaque semaine dans nos locaux, on organise porte ouverte qui permet à des candidats externes de venir. Peu importe s'ils ont pris rendez-vous avec nous ou non, ils viennent, porte ouverte, ils rencontrent des recruteurs
ils peuvent parler d'eux et nous on essaie de les orienter sur des jobs qui sont à pourvoir. On fait aussi ce qu'on appelle le casting tour, qu'on appelle la richesse multiculturelle de l'entreprise, il faut l'entretenir. Donc aujourd'hui on va à la rencontre des candidats à travers toutes les capitales européennes. Donc ça demande aussi de l'investissement, ça demande de l'effort, ça demande de la présence, et ce qui fait aussi la réussite du recrutement. Et derrière tout ça, c'est la passion des recruteurs, c'est la passion de nos leaders qu'on fait venir et de nos cast members qu'on fait venir aussi lors des casting tours, qu'on fait venir aussi lors des job fairs, parce que qui mieux que nos salariés pour parler de leur job, pour parler de leur plaisir au quotidien chez Disneyland Paris, pour parler de leurs avantages, pour parler de leurs activités donc chez Disneyland Paris. C'est vrai qu'aujourd'hui, et notamment sur une partie des métiers sur lesquels vous recrutez, il y a quand même pas mal de métiers en tension que vous n'êtes pas seul aujourd'hui à essayer d'attirer. On dit aujourd'hui, il y a pas mal de statistiques qui démontrent que dans certaines populations, et notamment les jeunes, les moins de 25 ans, le critère de est-ce que l'entreprise dans laquelle je postule semble inclusive, c'est un élément différenciant. Ça, c'est quelque chose que vous arrivez à mesurer. Justement, le fait que vous ayez mis en place tous ces programmes autour de la diversité et de l'inclusion, est-ce que ça fait rayonner votre attractivité? Complètement. Alors c'est un vrai facteur d'attractivité, le fait d'avoir une politique inclusive et de le faire savoir. Je pense qu'il faut pas s'arrêter que à des actions de marketing. L'inclusion, c'est pas que du marketing, c'est vraiment des actions concrètes et réelles, et il faut savoir en parler. Il y a un projet qui m'est cher sur lequel on a travaillé récemment, qui est la réinsertion professionnelle des personnes donc issues de bassins sinistrés, ou tout simplement de réfugiés politiques ou de personnes issues donc de zones en situation de guerre comme l'Ukraine actuellement. Et donc avoir une politique de recrutement, c'est aussi savoir considérer ces populations-là. Et on a tout juste récemment donc fini donc ce qu'on appelle la réussite de notre programme Bridge, qui est le programme donc d'insertion professionnelle, qui a permis donc à 10 personnes, notamment donc une réfugiée afghane et une réfugiée ukrainienne, de pouvoir donc vivre une expérience de stage pendant 6 mois avec nous, pendant lequel on s'est investi à les former sur la langue française, on s'est investi à les faire comprendre aussi ce que c'est la société française. Et donc à l'issue de ce stage-là, ils ont acquis un certain niveau donc de compétences linguistiques, de compréhension des rouages aussi du système français, et on a pu leur proposer donc un CDI à la clé. Donc c'est 10 personnes issues de différents horizons qui ont réussi à intégrer l'entreprise, à avoir un métier, et qui aujourd'hui peuvent aussi faire vivre leur famille. Donc ça, c'est quand on parle d'inclusion et de recrutement, c'est en tout cas une différenciation qu'on essaie de cultiver pour marquer vraiment notre engagement sur ce secteur-là. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est des choses qu'on voit pas forcément partout. C'est quoi les prochaines étapes ou les perspectives de ce type de programme? Est-ce que vous avez des ambitions d'aller plus loin par rapport à ce programme-là? On voudrait passer maintenant, on est sur une dizaine de personnes par an, on voudrait passer sur une vingtaine par an. On voudrait aussi s'attarder sur d'autres populations. On a eu une ou deux situations qu'on a concrétisées, mais pas en volume. Notamment, par exemple, les anciens détenus de prison qui ont besoin de réinsertion dans la société. On en pense aussi, on a développé tout récemment un partenariat donc avec l'armée de terre pour les personnes issues donc du service militaire volontaire, donc le CMV, pour les aider aussi à retourner après plusieurs mois ou années en opération, en OPEX, de pouvoir aussi après des années difficiles ou des traumatismes, pouvoir se réintégrer et avoir un métier dans la société française. Donc c'est aussi des partenariats qu'on a commencé à développer ou qu'on va développer sur les prochains mois. Ok, super. Et il y a un autre programme dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, dont on s'est déjà parlé, qui est le programme Sésame. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Alors le programme Sésame, c'est un clin d'œil au film Aladdin. Donc Sésame, ouvre-toi. Donc l'idée, c'était de permettre à tout le monde de se dire que les portes peuvent s'ouvrir quelle que soit sa situation. Et donc de manière plus précise, le projet Sésame pour nous, c'est d'investir, et c'est un projet qu'on développe en prototypage avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est en fait une action citoyenne pour permettre d'identifier l'entreprise des personnes qui souffrent d'illettrisme, d'électronisme, ou tout simplement donc de difficultés d'appropriation du digital, qui aujourd'hui est partout autour de nous. Donc quand on parle d'illettrisme, pour que ça parle à tout le monde, c'est la situation d'un adulte qui, pour avoir été scolarisé en France, n'a pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture ou du calcul numérique. Quand on parle d'électronisme, c'est la situation d'un adulte qui ne maîtrise pas les outils numériques usuels pour accéder aux informations, les traiter ou agir en toute autonomie dans la vie courante. Et donc l'objectif, c'est de se dire qu'on peut aider nos salariés dans leur métier, mais aussi dans leur vie de tous les jours en tant que citoyens français, et que à travers ça, on peut s'investir pour déjà identifier les lacunes qu'ils ont et ensuite les former, les développer pour les corriger. Donc c'est là où on veut focaliser
nos efforts. On sait que la fracture numérique en France, elle existe. On sait que l'électronisme ou l'analphabétisme, c'est une réalité aussi. Et quand vous avez 17 000 salariés, quand vous avez 7 secteurs d'industrie, notamment la restauration, on sait que par nature, ça peut être des personnes qui soient dans cette situation. Donc aujourd'hui, ce projet, c'est mettre en place donc un prototypage qui permet donc d'identifier à travers donc quelques outils d'e-learning, quelques outils donc de questionnaires, d'identifier par effet entonnoir si les personnes ont une maîtrise ou non de la lecture, de l'écriture ou des calculs numériques, et ensuite par effet entonnoir aussi de cibler s'ils ont des difficultés d'appropriation numérique, et ensuite de leur développer pour chacun de manière très individuelle et personnalisée donc un parcours d'accompagnement pour les aider à sortir de cette situation. Super. Et du coup, aujourd'hui, ça représente quoi? C'est vrai qu'on a du mal à se figurer. Ce type de projet-là, ça va concerner quel pourcentage de ta population et comment ça va évoluer? Alors, l'objectif, c'est de le décliner pour nos 15 000 cast members opérationnels, donc nos 15 000 salariés qui sont aujourd'hui sur les opérations face à nos visiteurs. On a déjà donc lancé le prototypage en pilote sur le Disney Village auprès des métiers de la restauration. Prototypage qui a été assez réussi par le résultat. Malheureusement, sur un panel d'une vingtaine de personnes, c'est une dizaine de personnes qui a été ciblée, identifiée, ayant besoin d'un accompagnement sur l'illettrisme ou l'électronisme. Mais heureusement, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin et qu'il y a une vraie action à mener. Ça nous conforte aujourd'hui dans l'idée qu'il faut maintenant le généraliser, et c'est ce qu'on est en train donc de préparer pour une déclinisation massive à partir du mois de novembre prochain. D'accord. Et les employés finalement que tu vas solliciter pour faire ces tests initialement, comment ça se passe? Ils se prêtent assez bien à l'exercice? 99% des personnes qu'on a sollicitées sur le pilote s'est lancé. Donc ça prouve qu'il y a de l'intérêt. Je pense qu'il y a une vraie envie pour ces personnes-là de pouvoir progresser, de sortir de la difficulté dans laquelle ils sont. Donc il y a un côté prise de conscience qui existe. Et ensuite, on a aussi beaucoup œuvré en amont pour embarquer nos organisations syndicales qui sont très supportives de ce programme. Et on a aussi beaucoup communiqué pour donner du sens aux leaders, pour qu'ils soient aussi les premiers ambassadeurs auprès de leurs équipes. C'est effectivement super intéressant. Au quotidien, il y a du coup beaucoup de choses qui se déclinent et on en a abordé qu'une petite partie aujourd'hui. C'est quoi les plus grosses difficultés, les plus gros challenges que tu rencontres dans ta position quand tu essayes de travailler sur l'ensemble de ces sujets-là? La première difficulté, c'est notre complexité de rôle et de diversité de métiers. C'est-à-dire que on peut pas considérer que one size fits all. C'est-à-dire que la même chaussure va pouvoir convenir aux pieds de tous nos salariés. Donc c'est une difficulté au quotidien. Il faut savoir personnaliser. Il faut savoir considérer que certaines personnes vont accéder à un certain type de formation et pas d'autres. Certaines populations vont accéder à certains avantages et pas d'autres. Et donc l'inclusion, c'est aussi se dire que en fonction de votre industrie, en fonction du métier, vos problématiques sont vraiment très différentes, et donc il faut accepter que certains recevront un accompagnement sur du bêta et d'autres recevront un accompagnement sur de l'alpha. Mais parce que c'est aussi ça l'inclusion, c'est savoir individualiser son approche en prenant en compte que on est tous différents, que nos métiers sont différents, que nos origines sont aussi très différentes les unes des autres. Ça, c'est une première complexité. La deuxième complexité du quotidien, c'est le rôle important que joue le visiteur, le consommateur. C'est qu'aujourd'hui, on a 80% de notre force vive qui est au contact d'un tiers. Et aussi, donc, l'inclusion, ça passe par le visiteur et le consommateur. En tout cas, la réussite, ça passe aussi par eux. Et donc, c'est une vraie difficulté parce qu'autant on a des leviers, autant on a la main pour accompagner nos cast members, nos salariés à prendre conscience. Autant c'est plus difficile avec un visiteur qui vient juste pour quelques heures ou quelques jours dans la destination, qui viennent en plus de pays européens ou internationaux avec des cultures, avec aussi un rapport au sujet qui est très différent d'une culture à l'autre ou d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique au quotidien. J'imagine. Et alors, j'ai un sujet supplémentaire. C'est vrai que très souvent, dans les écueils qui sont relevés quand on parle de diversité et d'inclusion, il y a toujours une problématique autour de comment est-ce qu'on peut suivre des données vraiment pour faire des états des lieux et mesurer qu'on progresse vraiment, alors qu'il y a aussi des données qu'on n'a pas vraiment le droit de récolter en France. Quel type de données vous arrivez à suivre qui vous prouve que vous allez dans la bonne direction? Alors, ça ouvre la porte à un projet que j'ai décliné il y a à peu près 8 mois, qui est le projet qu'on a appelé Cultiver l'inclusion. Donc, on a décidé de mener une réflexion collective et participative pour améliorer l'inclusion et renforcer la culture inclusive des Disneyland Paris. Et pour ça, on a dit non aux consultants, on a dit non à de la prestation externe,
on s'est dit, mais si on allait chercher des anthropologues, des sémiologues, des sociologues, et donc en fait, on a monté une équipe pluridisciplinaire qui est spécialisée dans les sciences sociales et qui nous accompagne aujourd'hui. Donc on a bâti 3 temps, qui est une phase diagnostique, qui est une phase ensuite d'engagement et ensuite qui est une phase d'adoption. Donc aujourd'hui, on est sur la finalisation de la première phase qui est le diagnostic. Donc pour répondre à ta question, c'est à travers ça, on travaille à dresser un état des lieux de la situation dans l'entreprise. Et on a développé notamment une enquête avec à peu près 80 questions. Il y a plus de 5000 répondants qui ont participé donc à ce questionnaire, avec vraiment le désir de s'exprimer sur le sujet. Sur ces 5000 répondants, on avait aussi la possibilité de laisser des commentaires. Il y a plus de 13% de la population qui a laissé des commentaires aussi pour continuer donc à parler du sujet. Donc ça nous permet de capturer beaucoup de chiffres sur le sexisme, sur la discrimination morphologique, sur aussi la place de l'humour dans l'entreprise, notamment l'humour déplacé lié au sexe, et plein d'autres thématiques et problématiques D&I, notamment aussi en rapport avec le visiteur. Donc c'est une vraie richesse pour nous parce que ça nous permet d'avoir de la donnée. C'est beaucoup de données, qualitatives et quantitatives. Donc maintenant on est en train de l'étudier, de la traiter pour mieux ensuite bâtir donc la deuxième phase qui est le plan d'engagement. On a hâte de savoir ce qui ressortira des dernières étapes. J'espère qu'on pourra en parler. Alors la place de l'humour, ça faisait pas partie de mes questions, mais en même temps, on en a parlé avec beaucoup d'autres clients aujourd'hui. Peut-on rire de tout? C'est un peu rapide, mais effectivement, comment est-ce qu'on accompagne des populations dans des environnements où il y a eu beaucoup de liberté de parole et voilà, et beaucoup de liberté sur l'humour. Comment est-ce que vous traitez ça? Je serais assez curieuse de pouvoir partager cet élément. Alors, l'humour existe et très prégnant chez nous, parce que le produit génère de la joie, du bonheur, des émotions, des rires. Donc, ce qui fait que, effectivement, l'humour est très présent chez nous. C'est une force aussi, qu'on marie aussi, je le disais un peu plus tôt, avec l'optimisme et la volonté du dépassement de soi. On le traite quand même avec attention et c'est pour ça que c'était un point dans l'étude du diagnostic qu'on mène sur le projet Cultiver Inclusion. Parce que l'humour, c'est une force, mais quand il est trop présent, il peut vite provoquer des biais ou il peut vite emmener sur des sujets qui sont ensuite banalisés, acceptés. Et c'est surtout contre ça qu'il faut lutter. C'est une fois qu'on banalise l'humour, il y a des dérives qui sont associées, qui sont banalisées et donc acceptées. Donc c'est là où il faut être très vigilant. Peut-être une dernière question de mon côté. Si tu devais du coup donner 3 conseils, on aime bien les règles de 3 en général sur ce sujet-là, 3 conseils à peut-être d'autres DRH qui aimeraient avancer sur ce sujet, qui ont peut-être fait une partie du chemin. C'est ouvert, vas-y. C'est ouvert. Je pense qu'il faut travailler sur son identité, l'identité de la division RH, de la fonction RH, du talent qui est dans l'organisation RH. Donc je pense que le premier point c'est quoi mon identité, c'est quoi ma vision qui est associée. Je pense que c'est l'élément clé. La vision conditionnera le succès des équipes RH, mais conditionnera aussi le succès de l'entreprise. Le deuxième, c'est il faut capitaliser sur ses forces, peu importe la taille de la division RH, peu importe le panel de talents. Il faut capitaliser sur ses forces, il faut aller chercher qu'est-ce qui fait l'authenticité des fonctions RH, qu'est-ce qui génère de l'engagement, qu'est-ce qui génère de la confiance avec le business, qu'est-ce qui génère la volonté de solutionner des sujets, d'être toujours focalisé sur le people, sur le talent. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur ses forces. Et les derniers, c'est un point aussi qui m'est cher, et je les ai fait travailler d'ailleurs les équipes la semaine dernière dessus, c'est quelles sont les valeurs, c'est quoi notre charte d'engagement, c'est quoi notre charte de valeurs qui fait que on est capable d'aller jusqu'au bout de ces projets, qu'on est capable d'embarquer tout le monde, qu'on est capable de créer de l'adhésion. Donc derrière ça, c'est quoi mon niveau de résilience, d'entraide, d'optimisme, de bienveillance, d'empathie, de gratitude ou même d'audace. Donc c'est ça qu'il faut explorer pour savoir mieux parler de soi et donc permettre à la fonction RH de mieux réussir au quotidien. Merci beaucoup Guillaume, c'était hyper intéressant et assez inspirant en fait, parce que c'est un sujet dont nous on discute beaucoup au quotidien avec des entreprises de toute taille, de tout type de secteur, et il y a beaucoup de marketing, comme tu le disais un petit peu plus tôt sur les sujets D&I. C'est intéressant de voir qu'il y a parfois la possibilité d'aller très loin sur ces sujets et au bénéfice de tous. Donc merci beaucoup, et puis merci d'avoir accepté de passer un petit peu de temps avec nous aujourd'hui. Merci Chloé pour l'invitation. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés
de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site authentiquetalent.fr. Suivez-nous sur notre site authentiquetalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite, au revoir.